Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à tous ceux qui sont là et tous ceux qui nous suivent à distance. Je suis Pavlina Novotny, chef de projet au Hub des territoires. Alors, qu'est-ce que c'est le Hub des territoires? Eh bien, c'est un lieu unique pensé pour partager, pour accompagner des projets de territoire. Donc, au sein du Hub, on met en contact des collectivités territoriales, des startups, des élus, des bailleurs sociaux, des associations, autour d'événements, autour d'ateliers. Concrètement, au Hub, on organise des temps d'échange, des rencontres, des débats pour que chacun puisse exprimer ses idées, proposer des solutions, raisonner avec d'autres acteurs qui partagent les mêmes problématiques. L'objectif, c'est de développer des projets et de faciliter le passage à l'action sur les territoires. N'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter qui va vous être diffusée tout de suite dans le chat pour avoir accès à toute notre programmation et au replay de nos événements. Aujourd'hui, on parle de notre troisième volet du cycle, adaptation au changement climatique. Selon les projections, la température moyenne dans l'Hexagone pourrait atteindre plus 4 degrés d'ici la fin du siècle, avec des conséquences très concrètes. Perte de richesse nationale, coûts croissants pour l'agriculture, des logements menacés par le recul du littoral. Face à ces enjeux, il faut plus seulement constater, il faut agir. Dans notre événement du jour intitulé « Comment passer à l'action », nous allons donner la parole à des acteurs publics, privés, qui partagent leur retour d'expérience et leurs solutions concrètes sur la gestion durable de l'eau, sur l'aménagement des zones côtières, sur l'adaptation des infrastructures, ou encore sur la protection des écosystèmes. C'est un rendez-vous pour transformer la contrainte climatique en levier d'innovation et préparer des territoires plus résilients. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30, donc vous avez l'habitude, pour ceux qui nous suivent régulièrement, vous pouvez poser vos questions à n'importe quel moment, à distance, dans le chat. On y répondra régulièrement dès que possible au cours de l'événement. Alors, avant de découvrir les projets concrets qui permettent d'adapter le territoire face aux conséquences du réchauffement climatique, je vous propose de prendre un peu de hauteur. Pour ouvrir cette matinée, place à un regard inspirant. Nous sommes avec Michel Lusseau, géographe, professeur à l'ENS de Lyon et grand spécialiste des villes et des territoires. Vous êtes connecté avec nous depuis Lyon. Michel Lusseau, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Canicule, sécheresse, montée des eaux, ces phénomènes redéfinissent peu à peu nos façons de vivre, de produire et même de nous déplacer. Michel Lusseau, comment continuer à habiter nos territoires dans un monde qui se réchauffe? Vaste question. Oui. Rebonjour donc à tous et à toutes, ravi d'être là. Et en quelques minutes, peut-être, effectivement, pouvons-nous essayer de poser le problème de façon assez globale, parce qu'il n'est jamais mauvais de repartir de cela pour essayer ensuite d'atterrir, comme disait jadis Bruno Latour, d'atterrir sur des projets concrets. Je crois que nous sommes à un moment dont il faut prendre la mesure. Nous avons connu depuis maintenant 70 ans un processus d'urbanisation planétaire sans comparaison dans l'histoire humaine. Il faut bien insister sur ce point. L'urbanisation telle que nous la vivons depuis 70 ans est le processus historique de bouleversement des habitats humains et non humains et des écosystèmes le plus puissant qu'on ait jamais pu observer depuis le début de l'expérience de Sapiens sur Terre. C'est à cette échelle-là qu'il faut poser le problème. Et cette urbanisation planétaire, qui a comme caractéristique d'être un englobement systémique, c'est-à-dire que cette urbanisation planétaire fait voir ses effets, y compris sur des espaces qui ne sont pas a priori urbains. C'est ça qui est très déconcertant, de s'apercevoir que même au front de la forêt amazonienne, on est en fait connecté pleinement aux logiques de l'urbanisation planétaire. Cette urbanisation planétaire, il y a aujourd'hui une certitude, et d'ailleurs le GIEC prend de plus en plus conscience de cela, puisqu'il va y consacrer un rapport spécial qui va apparaître en principe en 2026 ou en 2027. Cette urbanisation planétaire, on estime que c'est le principal vecteur du changement global, c'est-à-dire le principal vecteur à la fois du réchauffement climatique et de ses effets en cascade, on va y revenir, de l'épuisement des écosystèmes et de la 6e extinction de masse,
dont nous parlons de plus en plus via les travaux de l'IPBES, par exemple, du stress sur les ressources qui est tout à fait inédit et qui nous pose des problèmes absolument considérables, et aussi du bouleversement de ce qu'on appelle parfois les métabolismes des grands systèmes comme les océans et les grands massifs forestiers, dont on voit que les changements sont profondément marqués par en particulier les effets systémiques du réchauffement climatique. À tel point qu'on peut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation inédite que je vais essayer de résumer de façon assez brève de cette manière. L'urbanisation, processus global, est vecteur du changement global, qui est lui-même un processus global, qui va venir rétroagir sur l'urbanisation. Donc nous sommes dans une boucle, ce que certains théoriciens du système appellent un système ago-antagoniste, où on a fait deux processus globaux qui sont en relation à la fois de complémentarité et de contrariété. Et nous sommes vraiment à ce moment-là où nous commençons à saisir que le réchauffement climatique, mais pas que le réchauffement climatique, on va sans doute y revenir dans cette formation, le réchauffement climatique aujourd'hui devient un protagoniste véritablement du développement des systèmes urbains. Le réchauffement climatique, ça n'est plus simplement quelque chose qu'on peut considérer un peu de loin en disant oui, bon, voilà, c'est un processus général, mais finalement, ça ne concerne pas véritablement la vie au jour le jour dans les établissements urbains. Eh bien, si, on s'aperçoit que le réchauffement climatique et tous ses effets deviennent une composante à part entière de nos vies urbaines, et que nous sommes aujourd'hui dans une situation là aussi qui est inédite dans l'histoire humaine. Je crois qu'il faut toujours se rappeler ça. Nous sommes dans la situation où ce bouclage de l'urbanisation et du changement global, dont le réchauffement climatique est évidemment l'expression la plus symptomatique, ce bouclage mène à ce que l'on appelle aujourd'hui une véritable altération de l'habitabilité terrestre pour les êtres humains et les êtres urbains que nous sommes. Une altération de l'habitabilité, il faut prendre le concept d'habitabilité au sens strict des sciences de la Terre, des écosystèmes et du climat. L'habitabilité, c'est la capacité d'un milieu à offrir un habitat à une espèce. Donc, si l'on parle d'une crise de l'habitabilité terrestre pour l'espèce humaine, ça veut dire que nous sommes en train d'entrer dans un moment où nous pouvons nous poser la question si un certain nombre d'espaces vont rester à moyen terme habitables dans de bonnes conditions pour un nombre très important de personnes, en particulier dans des milieux densément urbanisés. Pas que, mais en particulier dans des milieux densément urbanisés. Cette menace sur l'habitabilité, elle n'est pas abstraite, elle n'est pas lointaine. C'est ici et maintenant, partout, et les effets du réchauffement climatique sont pour beaucoup dans cette menace sur l'habitabilité. En particulier, si l'on veut aller vite, il y a quelques phénomènes qui aujourd'hui sont bien cernés par les chercheurs. La multiplication des vagues de chaleur, qui devient extrêmement problématique dans le monde entier. Des vagues de chaleur extrêmes, ça veut dire, et on y reviendra peut-être 30 secondes plus tard, des vagues de chaleur qui sont au-delà de ce que les modèles prédictifs prévoyaient il y a encore une dizaine ou une quinzaine d'années. C'est-à-dire, on va au-delà des températures maximales prévues par les modèles. On s'en est aperçu lors des grandes canicules de Colombie-Britannique juste après la pandémie, où on a pu atteindre plus de 49 degrés en Colombie-Britannique dans des zones urbaines, à Vancouver notamment, où l'on avait des modèles qui estimaient qu'on ne pouvait pas aller au-delà de 40-42 degrés. Donc, multiplication des vagues de chaleur dont on prend aujourd'hui conscience qu'elles sont des menaces sur l'habitabilité. Vous avez suivi les épisodes de vagues de chaleur en Europe, mais aussi dans l'ensemble du sous-continent indien, où depuis plusieurs années, on atteint 45, 48, 50, 52 degrés pendant plusieurs jours, en particulier dans les mégapoles indiennes, avec des températures de plus de 70 degrés dans les habitats informels, sous tôle, donc des températures qui exposent tout simplement les résidents
à cuire, littéralement. Le premier, je le signale, le premier chercheur qui a compris que les vagues de chaleur n'étaient pas simplement un petit moment difficile à passer, mais bon, finalement, quand il y a du soleil et de la chaleur, beaucoup de gens s'en trouvent pas si mal. Le premier, c'est le sociologue Eric Klinenberg, qui a écrit en 2004 un livre qui s'appelle Heatwave, que j'ai fait traduire en français aux éditions 205 à Lyon, qui s'appelle donc Canicule, autopsie sociale d'un désastre. Et c'est un livre consacré à la canicule de Chicago en 1995. Et c'est vraiment le premier à avoir compris qu'une vague de chaleur était une catastrophe urbaine qui mettait en exergue cette menace sur l'habitabilité. Autre exemple, le bouleversement des variabilités climatiques. C'est quelque chose qu'on ne prévoyait pas comme cela il y a 20-25 ans. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ces questions-là, on n'envisageait pas sous cet angle. On s'aperçoit qu'un des effets systémique du réchauffement climatique, c'est le bouleversement des variabilités météorologiques en particulier. Donc les variabilités changent, même dans les zones dites jadis tempérées. Le climat tempéré, c'était un climat qui avait de la tempérance, qui avait, comme disait Montesquieu, une bonne vertu morale, donc un climat qui était finalement un climat qui n'était pas marqué par les excès, même dans les zones de climat tempéré, y compris les zones de climat tempéré méditerranéens qui étaient au contact des climats plus arides, on a aujourd'hui des variabilités météorologiques qui exposent les établissements urbains à des méga catastrophes, en particulier des inondations, mais aussi parfois des sécheresses qui sont extrêmement marquées et qui peuvent être suivies par des épisodes d'inondations catastrophiques, puis de nouveau des sécheresses très marquées. La sécheresse étant en elle-même aussi une menace sur l'habitabilité. Je rappelle que dans le sud-ouest des États-Unis, hors Californie, où il y a eu 2 vagues de pluie catastrophiques en 2023 et 2024 qui ont été très spectaculaires, nous sommes à plus de 20 ans de déficit hydrologique cumulé. Dans l'ensemble du sud-ouest américain, le bassin du Colorado, qui est indispensable à l'irrigation agricole, mais aussi à la vie urbaine de tous ces ensembles urbains du sud-ouest, Californie y comprise, le bassin du Colorado est aujourd'hui soumis à un stress hydrique qui n'a jamais été constaté, sans doute le plus important depuis le début du néolithique. Nous en sommes à ces échelles de temps-là. Encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en considération. Nous avons des sécheresses qui sont peut-être les plus importantes depuis 13 000 ans. Ça n'est pas rien. Et dernier point, on pourrait citer, alors on a l'impression aujourd'hui qu'on n'est pas concerné en France, quoique cet été, on s'est aperçu que ça n'était pas si clair que ça. Nous pourrions également parler de la multiplication des méga-feux, qui constituent en eux-mêmes une menace sur l'habitabilité. Où qu'on porte le regard, en fait, cette menace sur l'habitabilité, elle est sérieuse et les effets du réchauffement climatique, en première intention, sont toujours là pour mettre en exergue que cette menace est immédiate, directe, et que nous sommes devant une sorte d'insoutenabilité écologique du modèle d'urbanisation qui est le nôtre. Donc, face à cela, il faut changer. Il faut changer, il faut engager ce qu'on appelle parfois une transition au bénéfice de l'adaptation. Mais là, très rapidement, il me reste, je crois, 3 minutes ou 4 minutes, très rapidement, comprenons bien les mots transition et adaptation. Oui, au mot transition, si on le prend au sens originel de la physique, la transition, c'est un changement rapide d'état d'un système. La transition n'est pas un processus si long et finalement indolore que cela. Nous sommes en transition rapide. Nous sommes en train de changer d'état. Voilà. Nous sommes en train de sortir de l'Holocène. Nous sommes en train de sortir des conditions climatiques et écosystémiques que nous avons connues depuis 12 000 ans et nous sommes en train d'en sortir très rapidement et nous arrivons devant un système dont nous ne savons pas ce qu'il va donner. J'ai vu dans le programme qu'on mettait en avant le plus 4 degrés à horizon bref en France, mais chers amis, plus 4 degrés, on ne sait pas ce que ça veut dire. On ne sait pas ce que ça veut dire. Absolument pas. C'est un système qui change d'état. Ce n'est pas simplement une transition, vous voyez, finalement indolore. Et donc l'adaptation, si on la pense bien, ça n'est pas simplement un processus cosmétique. L'adaptation, c'est une modification profonde des habitus des producteurs de l'urbain, que nous sommes peu ou prou tous ici dans cette salle, mais adaptation aussi des manières d'habiter qui sont les nôtres en tant que cohabitants de cet urbain. Donc, il faut véritablement comprendre l'ampleur de ça et donc affronter aussi un autre point qui est que
essayer d'engager une transition pour faire face à ce système radicalement nouveau, ce système de conditions d'existence radicalement nouveau en matière climatique, c'est se confronter aussi au fait que le réchauffement climatique est un processus systémique qui s'inscrit lui-même dans un changement global qui est systémique. Donc le réchauffement climatique, pour lutter contre ces effets de menaces d'habitabilité, on ne pourra pas s'en sortir par des réponses techno-fonctionnelles sectorielles, qui sont les réponses qu'on a l'habitude d'apporter dans l'urbanisme standard aux problèmes qu'on a à affronter. Finalement, l'urbanisme standard, c'est un urbanisme qui a tendance à apporter des réponses sectorielles, fonctionnelles, à des problèmes qu'on peut découper des autres. Eh bien, aujourd'hui, on ne peut plus découper les problèmes urbains en tranches. Tout est lié. Et c'est donc pour ça que lorsqu'on travaille à la repotentialisation d'un écosystème, lorsqu'on travaille à réouvrir des sols, lorsqu'on travaille à remettre de l'eau en surface, lorsqu'on travaille à modifier les espaces productifs agricoles en périphérie urbaine pour aller vers une agroécologie moins dotée d'impact sur le climat et sur les écosystèmes, lorsqu'on travaille à bouleverser les logiques d'approvisionnement, lorsqu'on travaille à bouleverser les logistiques, lorsqu'on travaille à mieux cerner, par exemple, dans un chantier de construction, ce qu'on appelle le métabolisme des matières. D'où viennent nos matériaux? Où vont nos gravats? Lorsqu'on travaille à des choses qui donc sont très éloignées des aspects purement architecturaux sur l'adaptation thermique des logements ou des aspects purement urbanistiques sur la circulation d'air à l'intérieur des villes. Et évidemment, ça aussi, il faut le faire. Mais lorsqu'on travaille à des choses qui sont apparemment éloignées du climat, en réalité, on contribue à engager cette adaptation profonde au réchauffement climatique. Donc, il faut développer ce que j'appelle un géocare, un urbanisme du care, comme dirait Johannes Portouche, hein, un géocare, de mon point de vue, qui nous pousse à nous poser deux questions. De quoi devons-nous nous soucier aujourd'hui, nous collectivement, pour faire face à cette menace sur l'habitabilité, qui est sans comparaison avec ce que nous avons jamais affronté dans l'histoire humaine, parce que cette menace, elle est à la fois globale et locale synchroniquement. Jamais l'espèce humaine n'avait eu à affronter un tel problème, chers amis. Il faut commencer par là. C'est l'ampleur des questions que nous avons à affronter. Donc, de quoi nous se soucie-t-on face à cela et comment s'occupe-t-on des problèmes? Comment s'occuper de ces problèmes? On retrouve là les deux sens du verbe to care et de la philosophie du care en anglais, to care about, de quoi se soucier, et to take care of, donc de quoi, comment s'occupe-t-on des choses? Eh bien aujourd'hui, devant un urbain de plus en plus menacé dans son habitabilité, nous devons accepter de réviser tous nos lexiques, de réviser toutes nos procédures, de remettre à plat tous nos concepts, de remettre à plat toutes nos pratiques et d'affronter véritablement cette menace sur l'habitabilité et de nous saisir de toutes les opportunités que nous pouvons saisir pour véritablement engager cette transition. Merci beaucoup, Michel Dussault. Donc, revoir toutes nos pratiques, remettre tout à plat. Est-ce que nous avons des questions dans le chat? Non. Bon, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Très, très éclairant. Au travail, en tout cas. Voilà, au travail. On n'a plus qu'à se retrousser les manches. On n'a plus qu'à. Comment concrètement préparer les territoires aux conséquences du changement climatique? Nous allons maintenant découvrir des projets d'adaptation déployés par des territoires confrontés à certains aléas ou contraints de transformer leur modèle économique. Quels projets pour 4 typologies de territoires qui sont confrontés à des problématiques différentes? S'adapter face au risque de submersion, s'adapter face au risque d'inondation, s'adapter face au risque de surchauffe urbaine et enfin s'adapter face à la transformation de ces activités. Je vous propose d'aborder notre première thématique, la submersion marine, c'est-à-dire l'inondation temporaire par la mer, qui n'est malheureusement pas un phénomène nouveau. Mais son intensité se trouve aggravée par les effets du changement climatique qui provoquent dilatation de l'océan et fonte des glaciers. Selon les prévisions du GIEC, le niveau de la mer pourrait gagner 1 mètre à l'horizon 2100. Pour l'heure, ce sont près de 1,5 million d'habitants qui sont exposés en France au risque de submersion marine. Alors,
comment les territoires littoraux s'adaptent à ce phénomène. On en parle tout de suite avec nos invités. Emmanuel Bulot, Jean-Victor Delemazure, bonjour à vous, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors, Emmanuel Bulot, vous travaillez à la direction GEMAPI, donc la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations de la communauté d'agglomération du Mont-Saint-Michel. Et Jean-Victor Delemazure, vous êtes ingénieur au CEREG, un cabinet d'études spécialisé dans l'aménagement durable des territoires. Alors, on connaît tous le Mont-Saint-Michel, situé en Normandie. C'est bien la Normandie, hein? C'est bien ça. C'est bien ça, c'est pas la Bretagne. Pardon pour les Bretons. Face à la montée du niveau de la mer, mais aussi au risque de crue des cours d'eau, le territoire s'organise pour s'adapter. Alors, à quels enjeux la communauté d'agglomération fait-elle face aujourd'hui? Donc, là, on voulait bonjour à tous et merci pour cette introduction de M. Husso qui me semblait très importante et pour expliquer l'ampleur des phénomènes qui est voilà, exceptionnel et ça va être très compliqué à gérer. Donc, il faut vraiment mobiliser largement et changer de paradigme dans tous les domaines, changer notre regard. Donc là, nous, on va vous parler, faire un focus sur un secteur qui concerne l'agglomération avec multiples enjeux et des risques d'inondation qui sont assez multiples sur le secteur de Saint-Jean-le-Thomas, Dragey-Genêt. Donc, il y a un marais arrière littoral. Et donc, on vous a préparé quelques diapos pour vous présenter le territoire. Si vous voulez bien les présenter, je vais présenter le début et on va vous parler donc de ce qu'on a travaillé avec le bureau d'études EGIS. Donc, Jean-Victor, ici présent, faisait partie d'EGIS à l'époque en 2021-2022. Aujourd'hui, donc, il est chez CEREG. Donc, merci à Jean-Victor d'être présent aujourd'hui pour expliquer certains éléments des résultats de cette étude. Donc, rapidement, on va vous présenter le territoire, le cadrage de l'étude, nous, les besoins qu'on avait pour avancer sur ce secteur de multiples enjeux, et ensuite aller plus en avant sur ce qui a été proposé et éventuellement, sur la fin, vous parler de ce qu'on a réalisé, comment on s'est organisé pour essayer de mettre en œuvre les actions proposées. Si vous voulez bien passer à la suite, voilà, présentation du territoire, la suivante, voilà. Donc rapidement, quelques chiffres. Le territoire de la communauté d'agglomération, c'est une des plus grosses communautés de communes de France en termes de surface, pas en termes de population, puisque le littoral est voilà, un peu plus dense, mais l'arrière-pays beaucoup moins, beaucoup plus rural. Donc ce territoire, c'est une fusion de 5 communautés de communes en 2017, et donc il est composé de 95 communes, 87 000 habitants, donc on dépasse de peu le seuil de 80 000 habitants qui nous permet d'être sous le régime des communautés d'agglomération. Il y a 11 communes littorales, dont le Mont-Saint-Michel en effet, et en termes de risques naturels et notamment inondations, on est concerné par 3 plans de prévention des risques naturels, dont un plan de prévention des risques littoraux qui concerne le secteur dont on va vous parler aujourd'hui. Et donc la compétence GEMAPI, que vous avez détaillé l'acronyme, elle a été prise en anticipation par cette collectivité en 2016, notamment pour ce secteur particulier qui est très exposé, vous allez le voir tout de suite. La direction dans laquelle je travaille, on est assez bien composé, je dirais, par rapport à des territoires voisins, avec une équipe composée une partie vraiment qui s'occupe de la prévention des inondations, dont je fais partie, mais aussi des collègues qui travaillent sur le bocage, la reconstitution, ou en tout cas de maillage bocager, mais aussi qui travaillent sur la restauration des cours d'eau. Voilà. Rapidement. Si vous voulez bien passer à la diapo suivante, voilà, pour vous situer le secteur, donc le Mont-Saint-Michel est dans la partie sud, on va dire, du littoral de la communauté d'agglomération. Ensuite, vers l'ouest, on est sur les côtes bretonnes. On travaille bien sûr avec les Bretons parce que cette baie a un fonctionnement, pardon, excusez-moi, qui est homogène sur tout le secteur avec des circulations sédimentaires, etc. Le secteur qui nous concerne là, c'est juste au sud de la pointe de Champeaux, donc sur les 3 communes qu'on voit ici, Saint-Jean-le-Thomas, Dragey, Ronthon et Genêt.
peut-être juste un petit élément de précision. Le littoral en France et ailleurs est très, très attirant, notamment à la suite des congés payés, début du XXe. Ce littoral-là était un petit peu moins concerné que d'autres, très probablement parce que fond de baie du Mont-Saint-Michel, donc la mer est présente à proximité des côtes, comment dire, sur une période assez courte pendant la pleine mer, et sinon après elle part très loin, à plusieurs kilomètres, et donc c'est peut-être sûrement ça qui a fait que c'était moins attirant pour construire des maisons secondaires et autres. On a quand même à Saint-Jean-le-Thomas, à Genêt, des constructions assez proches du littoral. À Genêt, c'est historique, c'était un port il y a relativement longtemps, un port qui aujourd'hui qui est plus utilisé en tant que port parce que la baie, comme toutes les baies du monde, ont tendance avec le temps se colmater. En tout cas, il y a un apport sédimentaire qui rehausse le fond des baies. Et à Saint-Jean-le-Thomas, voilà, il y a un bourg relativement perché, mais au début du XXe, des maisons ont voulu être le plus près de la mer et ont commis, j'ai envie de dire, ces erreurs relativement classiques. Ce qui fait qu'on est, merci pour le diapo en effet, ce qui fait qu'on est exposé à de multiples risques, c'est en partie lié au fait que c'est une zone basse, très basse, et avec un marais arrière-littoral que vous apercevez notamment avec les isolignes sur l'image de droite, qui fait que lorsque la mer passera, et on n'est pas loin de ce passage puisque c'est un secteur avec une forte érosion, eh bien ça inondera, enfin ça engendrera une fragilité, une exposition plus importante aux submersions marines, y compris sans tempête. Voilà. Hier, j'ai envie de dire, il y avait un cordon dunaire qui protégeait ce marais arrière-littoral. Demain, et ça pourrait arriver dès cet hiver, ce cordon dunaire ne sera plus présent, puisqu'on a une érosion sur le secteur le plus resserré d'environ 5 mètres par an, et il reste 5 mètres. Donc là, ça c'est pour l'érosion. Submersion marine, excusez-moi, juste rapidement les deux autres points. Submersion marine, vous avez bien compris, en cas de tempête et le fait que c'est une zone basse, on est très exposé aussi à ce type de phénomène. Débordement de cours d'eau, là ils ne sont pas affichés sur ces diapos, mais il y a 2 cours d'eau, grosso modo, sur ce secteur, 2 ou 3 cours d'eau, qui peuvent déborder, et avec les effets du changement climatique, on sait bien que les événements extrêmes sont de plus en plus extrêmes, donc on peut avoir des crues qui engendrent des problématiques, et il y a aussi ce qu'on étudie au travers d'un programme d'action de prévention des inondations, le risque de remontée de nappe phréatique. Ça nécessiterait une présentation spécifique, mais comprenez juste que par l'élévation du niveau de la mer, les nappes littorales, les nappes phréatiques littorales, se rehaussent aussi à la même vitesse. Voilà. Donc, rapidement, sur ce secteur-là, il y a des ouvrages. L'homme a modifié, a essayé d'aménager ce territoire malgré tout, même s'il est peu dense par rapport à d'autres territoires littoraux. Il y a donc ces aménagements urbains à Saint-Jean-Thomas sur la partie nord là, de ce secteur, avec un enrochement, un camping, etc. Cette zone de brèche potentielle, on voit là où il y a eu des expérimentations, des rechargements de sable, un épi expérimental qui est aujourd'hui plus présent parce qu'il a fallu l'enlever, il a été très endommagé pendant une tempête en 2016-2018. Aujourd'hui, il y a des fascines, donc un dispositif en bois qui cherche à piéger le sable, le peu qui reste de sable, ce qui peut paraître pour vous, ceux qui connaissent de loin peut-être la baie, surprenant de se dire dans la baie du Mont-Saint-Michel, on voit des étendues de sable à perte de vue. Oui, mais sur ce secteur-là, on en manque. Et puis on voit au sud de ce marais une porte à flot, donc le point rouge. Donc l'idée, c'est que c'est une sorte de clapet qui est manœuvré aujourd'hui à chaque grande marée pour éviter que la mer s'engouffre dans ce marais. Elle a été probablement installée à l'époque où les moines de l'abbaye du Mont-Saint-Michel ont voulu exploiter pour
l'agriculture, ce marais qui était historiquement colonisé par l'eau à chaque grande marée. Alors, on peut passer. Ça, c'est donc les visuels du PPRL, le plan de prévention des risques littoraux, donc établi par les services de l'État et approuvé en 2023. On voit sur l'image de gauche, on se représente bien toute la zone basse du marais avec le secteur de brèche potentiel en hachuré sur la partie nord, juste au sud de l'enrochement pignoché. Donc cet enrochement qui aggrave l'érosion. On sait très bien aujourd'hui que les ouvrages sur les cordons dunaires fixes ont tendance à accélérer l'érosion sur la partie juste à l'aval, on va dire, des courants marins. Et donc on a ces deux images avec l'événement centenal aujourd'hui et l'événement centenal dans 100 ans avec la hausse du niveau marin. Avec peut-être là, profite de cette diapo pour, si vous voyez les petits points noirs, c'est les habitations, grosso modo, ou les bâtiments. Donc on voit bien que sur la partie centrale, c'est très peu urbanisé. Par contre, aux extrémités, il y a le secteur de Saint-Jean-le-Thomas et de Genêt au nord et au sud. Vous pouvez passer. Oui, merci du coup pour tous ces éléments de contexte, les enjeux. Jean-Victor Delemazure, quels sont les enseignements de cette étude que vous avez menée? Cette étude, c'était d'abord pour nous un défi un peu technique, parce qu'on est vraiment à la confrontation de plein d'aléas différents. Donc il a fallu mettre autour de la table finalement des experts aussi bien littoraux, évolution d'un cordon dunaire, le risque de brèche, à quelle échéance, etc., les dimensions de ce cordon, également l'impact du changement climatique sur les niveaux marins, et également une problématique plus terrestre. Donc, comme disait Emmanuel, une problématique de nappe, inondation par remontée de nappe, également pluviale. On est sur un secteur finalement d'un marais qui fait un petit peu cuvette, sur lequel on a donc des quantités d'eau importantes qui viennent s'accumuler, en particulier lors d'un hiver en 2021 qui était particulièrement intense sur le secteur. Et fluvial, du coup, bah oui, on a quand même des petits bassins versants littoraux qui sont drainés et qui, du coup, ont pour exutoire ce marais. Ce marais qui a aujourd'hui, comme disait Emmanuel, un exutoire très limité dans la baie du Mont-Saint-Michel. Donc, l'objectif de cette étude qu'on a menée donc, avec Aegis en accompagnement de la communauté d'agglomération, c'est de travailler en deux temps. Déjà, un premier temps, évidemment, de compréhension. Aujourd'hui, on a des habitations qui sont fréquemment inondées et de comprendre quel est le souci. Est-ce qu'on est sur un souci littoral, remontée de nappe, plutôt d'inondation continentale? Et dit comme ça peut paraître assez simple, mais dans les faits, comme tout se croise, c'est loin d'être évident. Et ensuite, également, essayer de répondre à une problématique, je dirais, en deux temps. Un premier temps, en se disant, voilà, aujourd'hui, on a une tendance d'évolution du secteur, notamment avec ce risque de disparition du cordon dunaire, donc de cette barrière naturelle entre le marais et la mer. Donc il va falloir penser plutôt grand, plutôt long terme, et une problématique à relativement court terme. Aujourd'hui, on a un cours d'eau qui a été énormément retravaillé au sein de ce marais, qui ne peut plus, du moins très mal, agir en tant qu'exutoire, en tant que drain naturel, entre guillemets, de cette zone de marais. Et voilà, on a donc une problématique, je dirais, un peu en deux temps. Ce temps un peu court terme, aujourd'hui, on constate, voilà, il y a des dysfonctionnements, comment on peut y répondre de manière simple, mais derrière également, se dire, le territoire va énormément évoluer, donc il va falloir également penser à des solutions, des techniques d'aménagement, aménagement des ouvrages, mais également plutôt occupation du sol, occupation du territoire, plutôt long terme. Donc, ce qu'on a considéré sur la base d'études qui ont été notamment menées par l'Université de Caen, c'est de se dire qu'à un certain moment, le cordon va brécher et essayer d'estimer par rapport à ces études de l'Université de Caen à quel moment. Donc, les articles précédents nous disaient globalement qu'en 2025, le cordon allait brécher. Bon, on est aujourd'hui en 2025. En effet, il ne reste plus grand-chose entre la mer et le marais, mais voilà, l'hiver arrive, il peut se passer encore des choses. Et on s'est donné également un objectif de dimensionnement, c'est-à-dire si on envisage de localisation de biens, si on envisage des ouvrages de type digue, c'est se poser la question comment on va les dimensionner, contre quoi on veut se protéger, et comme on fait face à des aléas très évolutifs, essayer de se fixer un horizon temporel et une période de retour pour ces événements contre lesquels on va essayer de se défendre.
Donc, ce qu'on s'est fixé, euh, c'est de viser un horizon 2075, c'est-à-dire une cinquantaine d'années après l'étude, et en se disant, voilà, ben, on va viser un événement qui aura une probabilité 1 sur 50 d'arriver, un événement marin 1 sur 50 d'arriver à cet horizon 2075. Voilà, c'est des hypothèses, mais qui nous ont permis, voilà, après, essayer de se rendre compte, on va dire, de l'ampleur des aménagements nécessaires pour répondre à ce risque. Donc, je vous propose, oui, sur les slides suivantes, déjà, de vous parler de ce programme d'aménagement court terme qui a été envisagé. Donc là, l'idée, c'est de se dire, ben, aujourd'hui, on a donc un risque fort de disparition de ce cordon dunaire, mais on n'a pas concrètement les moyens d'y répondre rapidement. Typiquement, d'envisager, je sais pas, voilà, des localisations d'une vingtaine, d'une cinquantaine d'habitations. Donc, on essaye, voilà, de manière simple, avec des actions non regrets, de ralentir comme on peut, on va dire, cette évolution du littoral, mais également de répondre de manière assez simple à ce risque inondation et de se dire, voilà, bah, ce sera valable, ça répondra en fait à notre problématique pour un certain nombre d'années, mais en parallèle, il faut qu'on réfléchisse à plus long terme. Donc, aujourd'hui, la problématique d'inondation du Marais, ce qu'on a observé déjà, c'est ce phénomène un petit peu de cuvette. On va retrouver du nord au sud des cuvettes qui se sont créées de manière artificielle par des franchissements routiers, par des remblais localement, et également de manière, je dirais, plus naturelle, bah, avec des flux de sédiments, notamment transportés par les cours d'eau, qui sont venus, on va dire, s'accumuler au niveau bah, obstacles typiquement routiers. On a des routes un peu surélevées qui viennent traverser le marais. Mis bout à bout, tout ça engendre, on va dire, un problème de drainage, de ressuyage de ce marais de manière, on va dire, naturelle, de manière gravitaire, et ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on a des périodes d'inondation qui sont de plus en plus longues, et notamment en 2021, on a atteint des niveaux inédits. À l'issue, on va dire, d'un début d'hiver, décembre 2020, on a eu une pluviométrie qui a été 2 fois supérieure au normal sur ce territoire-là, et des niveaux inconnus jusqu'alors ont été atteints dans le Marais. Donc on parle bien d'eau douce, on ne parle pas là, pour le coup de risques littoraux. Donc ces niveaux, 7,15 m qui ont été atteints, ont inondé 28 bâtiments, dont 10 habitations sur Saint-Jean-de-Thomas, et sur les 10 habitations, 6 étaient de plein pied, donc ça posait un problème particulièrement important. Jusqu'alors, pardon, donc on avait une étude d'élaboration du plan de prévention des risques qui était donc en cours d'élaboration au même niveau. Et les hypothèses qui avaient été prises en termes de niveaux initiaux dans le Marais étaient de 6,85 m, qui correspondaient à l'événement historique et engendrait les niveaux d'eau les plus forts dans ce Marais. Donc déjà, en l'espace de quelques années, on se rendait compte, ben oui, les normales, les niveaux les plus extrêmes connus dans le Marais, en fait, finalement, ils évoluent, ils augmentent encore. Donc, en termes d'aménagement court terme, différentes actions ont été proposées, différentes actions déjà qui ont visé de manière simple à ralentir l'érosion côtière, on va dire pour pas encore avoir ces problèmes d'entrée d'eau marine dans le Marais, qui viennent encore plus complexifier cette situation. Donc, comme disait Emmanuel Blot en introduction, donc des actions, on va dire, relativement souples, de type mise en œuvre de fascines, de ganivelles, qui ont pour but de ralentir les départs de sable, notamment éoliens, ou l'action des vagues sur le cordon dunaire. Donc, cet objectif, voilà, d'essayer de ralentir du mieux qu'on peut cette évolution un petit peu inexorable de ce cordon dunaire. Et concernant le Marais, du coup, les actions les plus simples qu'on a pu envisager finalement, bah, c'est de retrouver, on va dire, une capacité d'écoulement de ce cours d'eau, la Claire d'Ouve, qui traverse du nord au sud le Marais, pour, de manière gravitaire, naturelle, permettre que l'eau qui s'accumule à l'amont puisse, à chaque marée basse, pouvoir rejoindre peu à peu la baie du Mont-Saint-Michel au sud. Donc, cette capacité de drainage, donc, ce qu'on a proposé, c'est des actions locales de curage du cours d'eau pour on va dire, répondre à ces zones d'atterrissement engendrées par les obstacles on va dire, créés par l'homme sur le cours d'eau et essayer du mieux qu'on peut voilà, de répondre également sur la partie sud du Marais à cette évolution
également un peu inexorable de la baie du Mont-Saint-Michel qui a tendance du coup à se combler avec des dépôts sédimentaires qui vont remonter de plus en plus, notamment les zones de présalé. Ce qui fait plus le niveau augmente, plus ça va devenir difficile pour les eaux continentales de rejoindre la mer. Merci. Ouais. Merci Jean-Victor Delamassure. Emmanuel Bulot, à partir de toutes ces recommandations, comment êtes-vous passé à l'action? En quelques minutes, s'il vous plaît. Très bien. Et juste un mot par rapport à ces diapos. Donc, le long terme, je fais très, très court, hein. Donc, Jean-Victor et son équipe, à l'époque, ont travaillé aussi sur les scénarios long terme. Et grosso modo, il y avait 2 scénarios qui ont été étudiés. Et puis, avec des analyses multicritères, on a besoin de ça ensuite pour éventuellement se lancer dans des travaux futurs, pour avoir des subventions au titre du fonds Barnier. Grosso modo, 2 familles de scénarios ont été étudiées sur le long terme. Des protections dures de type digue, système d'endiguement, et des protections et une recomposition spatiale où là on serait plus sur on délocalise des biens, les biens les plus exposés. Malgré tout, même avec des protections dures, il y a quand même besoin dans les scénarios protection dure type système d'endiguement de délocaliser certains biens trop bas. Voilà. Et donc, si vous voulez passer aux diapos suivantes, voilà, les analyses coûts-bénéfices qui étaient présentées là. Donc, ce qui a été réalisé, l'idée générale, c'était que il y avait beaucoup d'actions et on est une équipe de plus en plus structurée, mais malgré tout, il y a une difficulté, il peut y avoir une difficulté au sein de la communauté d'agglomération, c'est que les élus sont aussi regardants quant aux dépenses, et il peut y avoir un désaccord sur le fait de dépenser beaucoup d'argent sur ces communes littorales, alors que les communes plus à l'arrière-pays ne sont pas forcément responsables de ces aménagements trop près du littoral, dans des zones basses. Donc on essaye de faire attention aussi à la dépense, et donc la logique c'était dans la mesure du possible, que chacun soit responsable de ses compétences, de ne pas aller sur les compétences des autres, pour que chacun garde ses responsabilités. Et donc, par exemple, quand on parle de nettoyage et entretien de cours d'eau, la loi de 1807 prévoit que c'est les riverains des cours d'eau qui doivent le faire. Donc là, la stratégie, c'était de renvoyer la balle, la patate chaude, quelque part, aux riverains, en poussant éventuellement les riverains du Marais de la Claire d'Eau de reconstituer une ASA, une association syndicale autorisée. C'est un exemple. Mais on a aussi se lancer dans une démarche PAPI, donc programme d'action de prévention des inondations, pour le territoire, pour mener un ensemble d'actions, d'abord des études, puis des travaux, mais aussi des travaux de réduction de la vulnérabilité, donc au plus près des habitations. Ça, c'est en cours. C'est-à-dire qu'un bureau d'études nous accompagne, va sur la base du volontariat dans les habitations les plus à risque, préconise par rapport au code du PPRL, donc imaginez un niveau très haut type Xintia qui arriverait sur la côte, préconise des aménagements pour rehausser les prises électriques, rehausser les compteurs, etc. Prévoir éventuellement des structures type bâtard d'eau pour limiter les entrées d'eau. Et est-ce que vous pouvez revenir un instant sur la diapo pour que j'ai mon... Voilà. Et donc, sur le ressuyage du Marais, une des actions importantes qui a été réalisée, c'est donc la modélisation qui a été faite par Régis, démontrait qu'il y avait peut-être la priorité, c'était d'élargir le cours d'eau sur la partie aval qui est sur le domaine public maritime. Donc, c'était compliqué parce qu'on est sur un site classé, le site classé la baie du Mont-Saint-Michel, hein, comme on le disait en introduction. Et donc, on a en plus des autorisations environnementales ce site classé qui complique un peu parfois la donne. Qu'est-ce que je peux vous citer d'autre comme action? Voilà, là, on travaille sur les secteurs, les habitations les plus à risque, notamment visiblement des constructions qui n'ont pas fait l'objet de permis de construire, etc., mais qui existent depuis plus de 30 ans, de travailler avec les services de l'État sur un rachat via le fonds Barnier, en mettant en avant le risque de péril imminent et grave. Et donc là, on est accompagné justement par la Banque des Territoires
pour essayer de réfléchir à ces actions et quelque part essayer d'avancer sur le programme d'aménagement long terme. En parallèle, voilà, des actions qui sont un peu différentes, mais sur la carte locale d'exposition au recul du trait de côte, qui travaille plutôt sur le risque d'érosion. Voilà, de manière brève. Merci, oui, pardon, désolé de vous presser un petit peu par le temps, d'autant que nous avons une question là dans le chat, Sandra. Oui, alors nous avons plusieurs questions d'un participant. D'abord, qui paye avec quels moyens? Les solutions techniques seront-elles suffisantes? On a également la question de savoir jusqu'où peut-on aller et le faut-il absolument? Et enfin, qui a choisi les hypothèses de dimensionnement COEF, tempête, horizon temporel 2075? Voilà. Ok. Je n'ai pas tout retenu, mais je vais commencer par répondre qui paye. Je laisserai à Jean-Victor parler de la, comment dire, des chiffres retenus, des cotes, etc., de comment on a cadré les événements, les échéances temporelles. Sur le qui paye, ça va dépendre de chaque action, mais grosso modo, c'était l'idée de se lancer dans une démarche PAPI, c'est d'avoir le plus possible de soutien de l'État. En fait, nous, dans le service GEMAPI, on a toute une partie de nos collègues qui travaillent avec l'Agence de l'eau Seine-Normandie pour le financement des travaux liés plutôt au cours d'eau. Pour autant, les agences de l'eau ne financent pas ou très peu des actions autour de la prévention des inondations. Donc, le seul fonds qui permet de financer des actions de ce type, c'est le fonds Barnier, qui est limité malgré tout et qui nécessite, je tire les grands traits, hein, mais de s'engager dans cette démarche PAPI, Programme d'action de prévention des inondations. Et donc, selon les actions, si on a réussi à les activer, on peut avoir un financement de 50%, voire 80%, si c'est des actions de sensibilisation, sur des actions de prévention des inondations. Là, pour l'instant, dans le papier, on est plutôt dans la phase étude. Et en effet, chaque action nécessite de monter un plan de financement spécifique. Et on peut demander, on essaye d'avoir un soutien des communes, parce que voilà, on a besoin de... L'agglo ne peut pas... Et si on partait sur un programme d'aménagement long terme de type digue, là, on a passé rapidement les diapos, mais c'était plusieurs millions d'euros. Donc là, il faudrait vraiment se poser pour y réfléchir et voir comment monter financièrement cela. Je laisse Jean-Victor répondre aux aspects procédure et échéance. Ouais, concernant les hypothèses de dimensionnement, déjà d'un point de vue technique, on a regardé pour ce qui est par exemple des concomitances entre les périodes de retour des houles, les périodes de retour des niveaux marins, les tempêtes les plus récentes, on va dire, pour déjà étudier des scénarios qui sont à peu près cohérents avec les dernières tempêtes connues. Voilà, dans un premier temps. Ensuite, en termes d'hypothèse de dimensionnement, d'horizon visé, la question s'est surtout posée en fait en termes d'ouvrage, en cas où on fait des digues. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est quelque chose de cohérent avec la réglementation actuelle. Donc, en cas de construction d'un nouveau système d'endiguement, donc des digues qui protègent contre les submersions et les inondations, un code de l'environnement qui prévoit, en fonction des populations protégées, certains objectifs de protection. Donc là, en fonction de la population actuelle, hein, je dis bien on était actuelle, qui était protégée, voilà, on était plutôt sur un type de système d'endiguement, la classe C, pour lequel on impose, en tout cas de nouvel ouvrage, un niveau objectif de protection qui correspond à un événement cinquantennal. Donc on a essayé voilà, de faire quelque chose d'à peu près cohérent, comme on disait, sachant que sur nos aménagements un peu plus long terme, on est un peu dans le flou en termes d'horizon temporel, à quel moment on pourra ou on devra les mettre en œuvre si retenu. Et l'horizon temporel 2075, pour l'intensité des aléas, ça a été voilà, de se dire la cinquantaine d'années qui nous séparent, on va dire, de cet objectif. Ça a été déjà d'un point de vue purement technique dans les analyses coûts-bénéfices sur lesquelles on va aller chercher notamment certains indicateurs comme la valeur actualisée nette à aller l'analyser et voir si elle est positive au bout de 50 ans, essayer de se rattacher un peu à ce type d'outil. Mais c'est aussi d'un point de vue plus simple, se dire si on construit un ouvrage, finalement on reporte d'une certaine manière le problème de répondre à des aléas ou un niveau marin qui ne fait qu'augmenter.
On s'est dit, voilà, aujourd'hui, si on arrive à envisager des ouvrages qui sont rentables sur les 50 prochaines années, ce sera déjà pas mal. Mais si on avait visé un dimensionnement ou un niveau d'aléa inférieur, bah, ce problème, finalement, revient à dire, bon, on va investir énormément d'argent sur des ouvrages potentiellement très conséquents, comme des Emmanuel Bulot, plusieurs millions d'euros, pour construire des digues sur des linéaires très importants, et qu'en fait, ben, dans moins de 50 ans, l'ouvrage ne servira plus à rien, parce qu'on aura des événements qui viendront l'endommager et engendrer des brèches, et du coup inonder les populations qu'on est censé protéger. Donc c'est voilà, un peu un équilibre entre une réglementation actuelle, des objectifs de protection, des systèmes d'analyse coût-bénéfice qui existent, qui sont établis aujourd'hui, en 2025, et puis également un petit peu bon sens en se disant, ben voilà, si on construit quelque chose, si on envisage une stratégie de protection ou de recomposition spatiale, il faut qu'elle soit pertinente au moins pour un horizon lointain, mais pas trop lointain non plus, quoi. Donc c'est un peu un consensus comme ça de ces différentes hypothèses qui nous a amené à choisir euh, de dimensionner pour des niveaux d'aléa dans 50 ans. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions. Merci. Merci. Je vous propose de passer tout de suite à notre deuxième séquence, s'adapter face au risque d'inondation. Débordement d'un cours d'eau, ruissellement, remontée des nappes phréatiques. Avec un habitant sur 4 concerné, le risque d'inondation est le plus généralisé en France. Le changement climatique qui se traduit localement par une hausse des pluies violentes accentue encore ce risque. Les collectivités ont la possibilité d'agir afin de prévenir ce risque ou au moins d'en réduire les conséquences. On en parle tout de suite avec notre prochain invité, François Bertrand. Bonjour. 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 Alors vous êtes avec nous depuis Nice. Vous êtes directeur général des services techniques de la métropole de Nice, donc un territoire qui est soumis à de nombreux aléas dans le contexte de changement climatique. Puisque la métropole de Nice présente un territoire étendu entre littoral et montagne. Et c'est sur ce secteur de montagne que vous avez concentré vos efforts d'adaptation, face notamment à des phénomènes de pluie intenses, plus extrêmes, plus fréquentes. Oui, tout à fait. Si vous voulez bien, je vais vous faire quelques présentations. J'ai essayé de les illustrer au maximum pour qu'on puisse donner à voir. Je ne vais pas vous parler d'ailleurs de prévention, je vais vous parler de réparation et comment on essaye de réparer de façon durable, puisqu'on a subi une tempête très forte en 2020, la tempête Alex, puis une série d'autres aléas climatiques dont je vous parlerai. Et nous sommes encore en pleine reconstruction. Donc je vais vous faire part de ce retour d'expérience. Pardonnez-moi juste, je vous interromps. François Bertrand, est-ce que vous pouvez mettre votre caméra pour qu'on puisse vous voir? C'est quand même plus agréable quand... J'ai ma caméra, moi. Ah bon? On ne vous voit pas, c'est curieux. Elle est allumée pour vous? Elle est allumée pour vous. Pour moi, en tout cas pour moi. Moi, je me vois. Non, on ne vous... non, nous, on ne vous voit pas. C'est pas grave, continue. Attendez, est-ce que... Et là? Non. C'est bizarre parce qu'on vous voyait juste avant. De votre côté. Et c'est pas grave, je ne vais pas vous... Allez-y. On va vous imaginer. Allez-y, on vous écoute. Passer la diapo suivante. Voilà, bon, ça c'est le plan. Passer encore. Et passer peut-être quelques mots sur le territoire. Vous avez commencé à l'aborder. Donc on est une métropole. La métropole Nice-Côte d'Azur, c'est 51 communes, c'est presque 600 000 habitants sur 1500 km². Et une des caractéristiques, c'est qu'on a un territoire qui va du littoral à 2715 mètres d'altitude, la route la plus haute d'Europe. Donc on a un territoire où ça va très vite. Quand il pleut dans la montagne, ça descend très très vite sur les fleuves. Donc un territoire très, très réactif, et notamment face au risque d'inondation dont vous avez parlé. Métropole, donc des compétences très élargies en matière GEMAPI, gestion de l'eau, gestion des routes, donc relativement intégrée, et j'y reviendrai sur ce sujet. Alors on connaît surtout la côte, vu de loin, de la côte niçoise, les 70 km de côte, mais on a un territoire qui est très marqué par sa montagne et des habitants qui sont en fait plus montagnards que côtiers. Suivante, pas en termes de démographie, mais en termes de culture, on va dire ça comme ça.
Un petit mot donc, pour vous présenter la tempête Alex, hein, qui va être l'objet de la présentation. 2 octobre 2020, 18 morts, donc une catastrophe humaine, une catastrophe matérielle aussi. Hein, je vais pas, pour gagner du temps, je vais pas énumérer, mais 500 mm de pluie en 24 heures, donc 50 cm, hein, quelque chose d'inédit, et qui a radicalement changé toutes les vallées qui ont subi cet aléa climatique, et en particulier, et je crois que votre premier intervenant l'a évoqué, on a des glissements de terrain et des milliers de mètres cubes de gravats, de galets, de roches, et des roches qui faisaient parfois plusieurs tonnes, qui ont été entraînées par un tel niveau de ruissellement et de pluie, qui ont bouleversé la géographie de la vallée. Et donc, on a parfois des endroits où les niveaux entre avant la tempête et après la tempête ont changé de 10 mètres. On voit les photos avant-après, une photo aérienne. Voilà. Attendez, une petite seconde, s'il vous plaît. Voilà, je vais essayer de tenir mon timing. Et donc, des dégâts matériels importants. Vous voyez l'ampleur de l'évolution du cours d'eau avec cette maison un petit peu encombrée, un petit peu entamée. Des routes emportées. Suivante, s'il vous plaît. Voilà. Des équipements publics emportés aussi. Suivante, s'il vous plaît. Ici, peut-être juste une minute. Vous voyez la différence de niveau entre l'eau. Vous pouvez imaginer jusqu'où l'eau a été pendant la tempête, puisqu'elle est venue emporter une partie de la route. Et c'est ici que, notamment, les 2 pompiers qui sont morts pendant la tempête ont été emportés dans leur véhicule, emportés avec la route qui est partie. Voilà, Carrefour de la Bolène. Suivante. Et là aussi, une minute. Hein, là, vous avez une photo de la côte juste après la tempête. Et ce que vous voyez j'espère que vous pouvez le voir, hein, mais ce que vous voyez en marron, un peu brun sur la carte, ce sont les troncs d'arbres de toute la forêt qui était dans la vallée et qui a été emportée, qui s'est retrouvée sur la côte, avec évidemment là aussi une gestion assez compliquée de l'évacuation de ces troncs, puisque à l'intérieur, il pouvait potentiellement y avoir les corps d'une des victimes qui avait été emportée par le courant. Donc une émotion très forte, y compris sur la côte. Suivante. Voilà, donc une fois posé un peu ces éléments-là, un bilan des dégâts extrêmement lourd. Avec 50 km de voies détruites, des ouvrages d'art très endommagés, quasiment tous les réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité, de télécommunications emportés, donc il a fallu reconstruire. Dont certains ont pensé qu'ils étaient tout à fait résilients, et en particulier, j'y reviendrai, sur les réseaux de communication, ça fait partie d'une des réflexions qui a été menée à la suite de cette tempête. Suivante, s'il vous plaît. Voilà. Et 2 temps pour la reconstruction. Un premier temps de travaux d'urgence, hein, de réouverture dès le lendemain de la catastrophe. Ça fait partie d'ailleurs d'un élément de réflexion. Hein, on a mené des travaux d'une ampleur incroyable pour faire en sorte que les habitants puissent en quelques semaines retrouver une communication avec le reste de la France, être réalimentés en eau potable, être de nouveau connectés à des réseaux de traitement des eaux, et surtout avec la construction d'une piste provisoire qui a permis, dans le lit du courant de la Vésubie, du cours d'eau, pardon, dans le lit du cours d'eau, pour pouvoir relier tous les habitants qui étaient encore dans les vallées. Suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc quelques images de ces travaux d'urgence qui sont faits avec éventuellement aussi un risque d'aléa qui pouvait revenir. Et donc on a voilà, ici comblé des brèches de route emportées. Suivante, s'il vous plaît. Suivante aussi. Voilà, donc après cette phase de reconstruction, on va dire d'urgence, est venue la reconstruction, et c'est celle
sur laquelle je vais pouvoir vous donner quelques éléments de reconstruction de toutes les infrastructures détruites. On a près de 700 opérations à mener. On en a mené une grande partie et il nous en reste encore 70 à mener. Un investissement global, et ça vous donne un peu l'ampleur des dégâts que peut causer un événement climatique extrême comme celui de la tempête Alex, de 420 millions d'euros. Donc on en a déjà dépensé 260 millions d'euros, il nous en reste 160 millions. Et on imagine bien aussi qu'au-delà de la reconstruction d'urgence, sur quelques mois, ce sont des niveaux d'investissement, que ce soit d'ailleurs en termes budgétaires ou en termes techniques, qu'on ne peut pas mener en quelques mois, même en quelques années. Voilà, on a prévu d'avoir à peu près fini le chantier de reconstruction en 2027, soit plus ou moins 7 ans après la catastrophe. Là aussi, c'est un élément très important dans ces événements extrêmes. Ils sont très soudains, ils sont très émotionnels. Tout le monde voudrait qu'on puisse rétablir la situation telle qu'elle était avant en quelques mois, voire 1 ou 2 années. Et pour autant, les dégâts seront tels que c'est complètement impossible. Et donc, il faut un chantier de reconstruction d'une ampleur et d'une durée très importante. D'autant que, là aussi, alors c'est dommage, on ne les a pas vues, les images où on voyait la vallée. La vallée avant, telle que je vous l'ai montré, c'était un petit cours d'eau avec des arbres assez bucoliques, des petits prés, des petits champs. Et à la fin, c'est 100 mètres de large de cailloux. Et donc on a été venir sur des parcelles privées, sur des parcelles publiques, sur des parcelles on ne savait pas trop. Donc une maîtrise foncière pour réaliser ces travaux très longue aussi à assurer, et notamment au travers d'une procédure de déclaration d'utilité publique. Et j'y reviendrai également. On peut passer à la diapo suivante. L'essentiel, le gros des travaux, et ce sont... le gros des travaux, ce sont des travaux de protection des berges, puisque voilà, on avait un cours d'eau très petit, dont on a pu voir qu'il pouvait prendre une ampleur absolument immense, et donc a été décidé à l'époque de créer un faisceau de GEMAPI beaucoup plus large. On est passé à entre 39 et 45 mètres de large, sur lesquels on s'est mis à protéger les berges. Il y a 17 km de protection de berges, tels que vous voyez en enrochement, avec ces gros rochers qui sont bétonnés. On ne voit pas non plus, mais sous ces éléments, il y a des semelles qui permettent de protéger ces digues. Donc 17 km de digues à réaliser, alors qu'avant, il n'y avait rien. Par différents, peut-être aussi à signaler intéressant, différents mètres d'ouvrage. Vous voyez sur cette photo, derrière une station électrique, donc EDF, des propriétaires privés, des propriétaires publics. On avait la chance sur ce territoire de disposer d'un outil qui a permis d'unifier la maîtrise d'ouvrage de ces digues, un syndicat mixte à qui on a chargé de faire ces travaux. Suivante, s'il vous plaît. Voilà, on peut passer encore. Vous pouvez passer à la suivante. Peut-être une seconde. Ici, vous avez le village de Saint-Martin-Vésubie qui a été au cœur de la tempête. C'est celui qui a subi le plus de dégâts. Et l'image que vous voyez, cet enrochement, donc cette reconstruction, les maisons que vous voyez, elles étaient le long d'une rue et il y avait des maisons devant nous à la place de l'enrochement. Il faut s'imaginer que la puissance du cours d'eau a emporté une demi-rue pendant la tempête. Voilà. Suivante, s'il vous plaît. Voilà. On peut passer les différentes... Voilà. Et peut-être le point, un peu de retour d'expérience sur cette tempête. J'ai 3 points à vous présenter sur le sujet. D'abord, sur les méthodes de travail, la question a été posée tout à l'heure. Donc, avant de lancer la reconstruction, il y a eu un travail très important de consensus sur le faisceau GEMAPI, celui dont je parlais, de 45 mètres ou de 39 à certains, entre les différents maîtres d'ouvrage, les services de l'État, le service de restauration des terrains de montagne, notre syndicat mixte, nous-mêmes, de façon à trouver le bon équilibre entre ce qui est économiquement possible et un niveau de protection qui permettait de raisonnablement se dire qu'au prochain événement climatique de ce type-là, on pouvait assurer une protection des populations et des infrastructures, donc, qui a permis de fixer ce travail d'atelier, un débit de référence et de largeur de faisceau,
et de pouvoir engager sur cette base-là, ce qui était très important, d'avoir un consensus pour pouvoir engager des travaux, comme vous avez vu, d'une ampleur assez exceptionnelle. Et puis, un certain nombre d'autres ateliers pour valider les solutions techniques en amont assez rapidement. Ça, on peut saluer l'effort de tous pour que ça fonctionne de cette façon-là. Et embarquer tous les maîtres d'ouvrage autour de solutions communes qui ont pu être déployées très rapidement. Deuxième point sur ces méthodes de travail intéressantes en termes de retour d'expérience, on a, je l'ai dit tout à l'heure, plusieurs maîtres d'ouvrage qui s'occupent des berges de la Vésubie, du fleuve qui a débordé, enfin de la rivière pardon, qui a débordé. Et donc, on a réussi à mettre ensemble tous ces maîtres d'ouvrage. La création d'une mission interministérielle pour la reconstruction des vallées, je pense que ça c'était essentiel pour mobiliser tout le monde, pour organiser ce travail de consensus, arriver à se dépatouiller dans toutes les réglementations qui ne sont pas complètement cohérentes pour ce type d'événement et pour ce type de reconstruction. De notre côté, Métropole, on a créé une régie d'exploitation, donc un budget spécifique qui permettait d'isoler ces éléments, d'organiser aussi la gouvernance de la programmation des différentes infrastructures. Quand vous avez plusieurs centaines d'opérations, il faut les ordonnancer dans le temps et donc il faut un consensus politique pour savoir par lesquels on commence et par lesquels on finira. C'est une discussion qui a lieu tous les 3 mois au sein de la métropole avec les maires concernés. Et puis, peut-être aussi un élément sur ces sujets-là, quelques procédures qui ont conduit à des délais beaucoup plus importants que ce qu'on aurait pu imaginer, notamment les procédures d'urbanisme. Autant les procédures environnementales, elles ont des dispositifs d'urgence, autant les procédures d'urbanisme, non. Je parlais de la DUP, de façon à pouvoir exproprier les propriétaires privés et fabriquer le faisceau GEMAPI, n'a pas échappé à la procédure standard d'une DUP, et donc avec ce temps très long pour le faire, et donc d'autant plus pour engager les travaux de reconstruction. Deuxième point des conclusions, si on peut passer à la diapo suivante. La petite courbe que vous voyez, c'est la courbe des hauteurs d'eau sur la Vésubie, donc la rivière qui irriguait les vallées. Et donc, on voit bien le décrochage autour de 2020. Là, c'est la tempête Alex où en fait les capteurs ont été emportés, donc il n'y a pas de mesure. Vous voyez une période assez calme, 2022-2023, avec des hauteurs qui évoluent sensiblement. Et puis tout d'un coup, entre juillet 2024 et 2025, des événements. Alors on a recensé plus de 16 événements, dont une alerte rouge, qui ont continué de modifier le terrain, d'emporter un certain nombre d'infrastructures qui venaient d'être réparées, et donc avec des conséquences assez importantes. Alors notamment, je vais vous en citer une, mais entre le moment où on a lancé un marché de reconstruction de 2 ponts dans le village de Saint-Martin-Vésubie, et le moment où on a sélectionné l'entreprise, les évolutions ont été telles. Voilà, on a plus de 6 mètres de sédiments qui ont été modifiés, une culée de pont qui a été emportée. Il a fallu recommencer le marché parce qu'on n'était plus dans les conditions initiales. Et donc recommencer tout. Donc en gros, un temps de marché public beaucoup trop long par rapport à un temps d'aléas climatiques. Voilà. On peut passer à la diapo suivante et je vais conclure. Voilà, donc peut-être passer, ça c'est un pont provisoire et on voit en fait la tempête Alex. Vous voyez le débit de la tempête Alex. 2 points sur lesquels on travaille actuellement. Donc la renaturation, vous voyez ce lit de la rivière qui était autrefois une forêt, qui est maintenant un champ de pierre. Comment on peut arriver à maintenir les questions de faisceau GEMAPI, mais en même temps ne pas avoir créé cette faille dans le paysage. Et puis deuxième point, ça a été évoqué par les collègues du Mont-Saint-Michel, mais
La loi est telle que les cours d'eau, alors pas celui-ci, mais les cours d'eau qui affluent sur cette rivière-là, sont sous le contrôle des propriétaires, et en particulier des propriétaires privés qui sont dans l'ensemble largement débordés par le niveau d'aléas climatiques et ont du mal à assurer la protection de leurs berges et l'entretien. Donc une vraie réflexion sur cette gestion privée, publique et partagée des cours d'eau sur lesquels il faut qu'on avance. Et sans doute, à un moment ou à un autre, la puissance publique devra prendre officiellement la main. Dernier point, excusez-moi, j'étais un petit peu long. Voilà. Comme je vous l'ai dit, les infrastructures ont toutes été emportées, et notamment les infrastructures de communication, même celles qu'on pensait protégées par les routes, la fibre optique par exemple, il n'y a eu plus rien pendant plusieurs heures, et notamment pendant la tempête, on n'a pas pu contacter nos équipes d'exploitation, pas pu contacter les populations. Et donc ça a été là aussi un impact très fort. Il a été décidé de construire un réseau dit résilient, donc de travailler un moyen de communication à l'intérieur de la vallée, multicanal, satellite, Wi-Fi, 5G, enfin quelque chose qui permette de s'adapter en permanence et de créer une continuité de télécommunication, y compris dans les épisodes les plus extrêmes, donc avec une artère qui vient alimenter des points de desserte ensuite qui sont dans les communes, des points de desserte Wi-Fi, et qui permettent d'alimenter à la fois les cellules de crise, mais aussi les habitants. C'était très important. Beaucoup d'habitants voulaient communiquer qu'ils allaient bien, et ça, c'est essentiel en gestion de crise. Donc, un dernier point sur une des conséquences, une des façons dont on souhaite être résilient dans ces vallées face à ces aléas climatiques, c'est d'avoir un réseau de communication qui tienne le coup, y compris lors de ces aléas. Merci beaucoup, François Bertrand. Merci, on a pris beaucoup de retard, mais on a une question pour vous dans le chat. Est-ce que je peux vous demander, dans la mesure du possible, de faire vraiment une réponse très courte, s'il vous plaît? Oui, alors la question, c'est quelles sont les conditions qui ont permis justement le consensus ce niveau de consensus entre une grande pluralité d'acteurs, et pensez-vous que ce consensus soit lié à l'ampleur de la catastrophe et à son bilan humain? Et un petit mot, si vous pouvez préciser comment la reconstruction a été financée. Merci. Alors sur le consensus, je pense qu'effectivement l'ampleur de la catastrophe a nécessité le consensus, mais quelque part, je pense que ça peut faire école. Et globalement, on a une mobilisation de tout l'appareil de l'État et de toutes les collectivités. Et l'idée que c'était le moment de faire le consensus, donc je pense que ça peut faire école, même dans des conditions moins extrêmes. Et sur le financement, c'est bien sûr le budget de la métropole qui assure la solidarité entre les territoires, et un financement de l'État. Je pense qu'on peut dire que c'est à peu près un tiers du financement, État, Europe, région et solidarité. Voilà. Mais beaucoup sur la solidarité territoriale. Merci beaucoup, François Bertrand, merci. Je vous propose de passer à la séquence suivante, s'adapter face aux risques de surchauffe urbaine. Donc, on vient de parler des territoires littoraux, de montagne qui sont directement impactés par le changement climatique. Les villes se montrent aussi particulièrement vulnérables aux fortes chaleurs. Rappelons que l'été 2025 est le 3e été le plus chaud depuis le début des mesures en 1900. Comment les villes et les espaces urbains s'adaptent aux hausses des températures? On en parle tout de suite avec nos deux invités. Du coup, pardon, mais vu qu'on a pris beaucoup de retard, vous me demandez vraiment de respecter le timing de 10 minutes, si c'est possible. Clément Riquet, vous êtes élu aux espaces verts de la métropole de Toulouse. Bonjour. Bonjour. Et bonjour. Vous êtes... et donc, Stéphane Becquet, vous êtes directeur des projets de transition, chef de projet Toulouse Plus Fraîche. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Bonjour, merci beaucoup. Merci donc, pour votre invitation. Oui, très rapidement, donc, la métropole de Toulouse connaît régulièrement des épisodes caniculaires qui entraînent des phénomènes de surchauffe urbaine. Qu'on appelle des îlots de chaleur urbains. Donc, c'est un enjeu d'habitabilité, mais aussi de santé publique. Alors, pour lutter contre ce phénomène, la métropole a engagé un programme qu'on appelle Toulouse Plus Fraîche, du coup, justement. Alors, de quoi s'agit-il? Bien, merci. Alors, je pense que le problème de son est réglé depuis tout à
l'heure. Donc effectivement, le plan Toulouse plus fraîche, le plan de lutte contre les fortes chaleurs a été engagé à la demande du maire après l'été caniculaire de 2022. Et ça consiste à mettre toute la collectivité ensemble, les différentes directions ensemble, pour répondre à cette urgence et à ces besoins. Donc, ce que nous souhaitons vous présenter avec Stéphane Becquet, c'est à la fois le plan annuel, mais aussi la démarche qui va inscrire l'action de la collectivité jusqu'à l'horizon 2050. Sur la nous traitons la gouvernance. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. La gouvernance, juste un mot pour vous dire que, alors dans un premier temps, effectivement, il y a un élu qui, moi en l'occurrence, qui est donc délégué, enfin, c'est pas vraiment une délégation, mais en tout cas qui a la charge du suivi de projet. Dans certains cas, on nous remonte que ça peut faciliter les choses sur certains types de projets. J'ajouterai aussi que le maire de Toulouse lui-même a demandé l'exécution de ce projet et qu'il le suit régulièrement, ce qui facilite aussi sûrement les choses. Ensuite, donc Stéphane Becquet qui est présent et qui prend la parole dans l'instant, c'est le projet. Donc on a une organisation projet, on a une compétence un urbanisme climatologue, voilà, qui fait partie aussi du projet. L'idée, bien sûr, comme je l'ai dit, c'est d'avoir vraiment une action à 360 degrés de la collectivité, qui est vraiment une grande cohérence. Et pour ça, on s'appuie non seulement sur toutes les directions de la collectivité, mais aussi sur nos partenaires, sur les satellites de la collectivité, notre aménageur, OPIDEA, qui crée de nouveaux quartiers, qui sont des quartiers qui n'ont rien à voir avec les quartiers existants, en tout cas avec une certaine différence, mais aussi Tisséo, qui est notre opérateur de transport public, ou encore Toulouse Métropole Habitat, dont on verra un exemple dans un instant. Parmi les partenaires à l'échelle régionale ou nationale, je citerai l'ADEME, d'ailleurs, qui a cofinancé une étude scientifique que nous évoquons tout à l'heure, une étude très structurante, qui nous permet de nous projeter à l'horizon 2050. Sur la diapo suivante, toujours gouvernance, mais cette fois-ci un petit peu ingénierie, puisqu'on parle côté gauche des différents contextes, donc contexte climatique bien sûr, contexte normatif, la loi, nos instances qui nous permettent donc les... Excusez-nous, Clément Riquet, en fait, ça bug beaucoup au niveau du son. Des orientations. Vous m'entendez? En bas, vous voyez l'appui scientifique que j'évoquais, avec notamment cette compétence particulière. Eh bien, tout cela, ce sont des entrées pour le travail avec toutes les directions métiers, et cela a abouti à... Clément Riquet, je suis désolée. Est-ce que vous m'entendez? Parce que nous, ça bug beaucoup au niveau du son. Peut-être on pourrait passer le relais. Moi, je vous entends très bien. Mais malheureusement, nous, on vous entend un petit peu plus lentement et un peu moins fort. Donc, et cela amène des compromis. Ce qui est important... qui coupe la vidéo. Je vais vous demander de passer la parole. Je suis désolée, on va passer la parole à Stéphane Becquet parce que ça marche vraiment très mal. On vous entend de façon très saccadée. Évidemment, moi, je vous entends très bien. Et nous, très très mal. Je suis désolée. Ça bug beaucoup. C'est très saccadé. D'accord. Alors, apparemment, si vous coupez votre caméra, ça devrait aller mieux. Donc, allez-y, on va réessayer. Je laisse la parole à Stéphane Becquet. Très bien. Alors, est-ce que vous m'entendez un tout petit peu mieux maintenant? Non, c'est pas bon, je suis désolée. Est-ce que vous m'entendez mieux? Sinon, je vais passer la parole à Stéphane Becquet. On passe la parole à Stéphane Becquet. Merci beaucoup. Merci de la présentation. Bonjour à tous. Donc on a dit l'essentiel sur la gouvernance. M. Riquet l'a dit. Sur le contexte climatique, c'est important. Donc il a précisé qu'on travaillait. Moi, je travaille au quotidien avec un urbaniste climatologue. On est la seule ville en France, à ma connaissance, qu'on travaille étroitement avec l'ADEME, qui a ce profil-là. Et aujourd'hui, le contexte, il est très simple. Quand le monde se réchauffe à plus 0,7 pour cet été, par rapport aux normales saisonnières et aux 30 ans qui sont les années de référence, l'Europe se réchauffe à plus 0,9, la France à plus 1,9
et Toulouse à plus 2,4. Donc c'est un phénomène qui s'accélère, c'est un phénomène où le climat s'emballe, la chaleur s'emballe, et c'est encore plus vrai à Toulouse et encore plus vrai en ville. Pour ajouter à ça, un jour sur quatre à plus de 35 degrés. Et là-dessus, vous n'avez pas ce qu'on appelle les températures îlots de chaleur urbains. Et îlots de chaleur urbains, il faut rajouter entre 2 et 3 degrés à cette température, puisque c'est toute l'énergie, la chaleur qu'on emmagasine pendant la journée qui est restituée la nuit. Donc, slide suivante. Voilà, donc les enjeux, ils sont très forts. Ils sont sur la santé publique, bien sûr, puisque les premiers décès ont été répertoriés cette année. Alors bien sûr, c'est les personnes les plus vulnérables, plus de 75 ans. Mais demain, ça pourrait être d'autres personnes avec des pathologies différentes. On travaille à la fois le confort thermique, donc ça c'est ce qu'on ressent pendant la journée, que l'être humain ressent, et sur la lutte contre les îlots de chaleur urbains que j'identifiais tout à l'heure. C'est un enjeu d'activité économique et d'attractivité, puisque en période de canicule, on voit que l'économie se ralentit énormément. Nous, on l'a vu dans les transports en commun, où les gens vivent dans leurs grottes, ils disparaissent et ils le vivent différemment. Donc l'économie en est complètement impactée, et l'attractivité, parce que bien sûr, je crois que ça a été dit, en l'habitabilité de nos territoires, ça a été dit en introduction, les gens vont essayer, les familles et toutes les personnes vont essayer d'aller vivre dans des endroits où c'est entre guillemets vivable. Donc l'objectif, adapter Toulouse aux fortes chaleurs, l'objectif c'est de passer les températures à 40, et on nous annonce 50 degrés pour 2050, mais surtout d'un point de vue moyen, c'est de bien vivre à 35 degrés à Toulouse demain. On peut continuer. Donc, comme l'a dit Clément Riquet, il y a 30 actions concrètes autour de cette thématique. Donc, la première thématique, école et crèche. On a développé de manière très pratico-pratique, on a équipé toutes les classes, ça sera fini en 2026, toutes les classes de brasseurs d'air très efficaces pour le ressenti. Ça modifie le ressenti, ça ne modifie pas la température dans la pièce, mais le ressenti. Brasseur d'air, c'est les grands ventilateurs au plafond que tous les pays exotiques, les pays dans les tropiques ont, et ça fonctionne très bien. Les cours Oasis, on est à plus de 100 cours Oasis aujourd'hui, c'est 30 à 40% d'ombrage dans chaque cours, ça se développe, ça s'amplifie, et en plus, on en profite pour dégenrer ces cours où il n'y a plus le terrain au milieu, on débitume et on met des jeux d'agrès pour que tout le monde puisse en profiter. Un service spécial pour les seniors, où en période de canicule forte, on a répertorié les seniors isolés, et on les appelle individuellement pour voir si tout va bien et si on peut faire quelque chose pour eux. Sachant que en alerte canicule, on a déclenché, un peu comme le Covid, des mesures très directes sur, par exemple, les piscines, horaires étendus des piscines, où on arrive à ouvrir les piscines jusqu'à 21h, 22h, en fonction, mais sur les horaires canicules. Donc en alerte canicule orange et rouge, et on a mis les piscines à 1 euro. Pareil sur les endroits frais, on a ouvert les médiathèques, on a ouvert plusieurs endroits frais pour permettre aux Toulousains de mieux passer ces vagues de chaleur. Tarif préférentiel pour les transports en commun également, avec un forfait journée. Nature en ville, on a un plan 100 000 arbres qu'on développe, ça y est, on l'a passé. L'idée, c'est de planter fortement, et on le suit public-privé en ICU fort et en ICU de bascule. Donc ICU fort, c'est le centre, on le verra tout à l'heure. ICU de bascule, c'est en pourtour de Toulouse. Un grand plan fontaine aussi, où on a un fort maillage des points d'eau, et on le généralise, on l'amplifie, et on met aussi des remplissages de gourdes. On a fait évoluer un petit peu les fontaines pour que les Toulousains s'hydratent. Grand volet expérimentation. On va le voir après. Là, cette année, on l'a fait sur les solutions innovantes, vitre-toit et rafraîchisseur adiabatique. Je reparle, je le passe. Mobilisation moyenne. Chaque année, on fait un sondage, je participe, pour tester le niveau d'acceptation dans les aménagements, mais autres, des Toulousains. On a en gros eu 2000 réponses depuis 2023 qu'on l'a lancé.
Donc voilà, un petit tour sur les résultats d'expérimentation. Vous voyez que rafraîchisseur adiabatique, c'est pas connu, c'est moins connu que les brasseurs d'air, et c'est des passages avant de passer à la clim. C'est quoi un rafraîchisseur adiabatique? Il n'y a pas de rejet de chaleur à l'extérieur du bâtiment, donc c'est important puisque quand vous avez une clim, vous l'avez quand vous avez en façade, vous avez de la chaleur qui ressort, ça évite le rejet de chaleur et il n'y a pas de dégagement de fluor. Donc on coche les deux cases, l'adaptation et l'atténuation. Et on voit très bien que par rapport aux températures que vous avez dans le tableau, on gagne plus de 10 degrés comme cela. Donc, vous voyez, le réflexe tout clim, et ce n'est pas la solution à moyen long terme, n'est pas la seule solution. Donc, on teste ces choses-là pour les généraliser dans nos bâtiments publics et aussi pousser les Toulousains vers ce type de solution plutôt que la clim. Protection solaire des vitres. Voilà, ça aussi, c'est plébiscité. Là, on le teste pour les écoles parce que ça résiste aussi au ballon de foot. On met ces toiles-là. On les a testées cette année avec des capteurs et le ressenti des instituteurs, des instituteurs, pardon, des professeurs des écoles, je crois qu'on dit maintenant, et qui ont plébiscité ce type de choses. Donc, on les met en marché. Et puis après, ce qu'on fait, c'est que les directeurs de bâtiments peuvent les installer directement, donc de manière très opérationnelle. Sur les bâtiments, toujours, on continue. Il y a ça, c'est un projet intéressant, d'une vieille résidence exposée. Donc, c'est notre bailleur social qui fait ça. Il a, au lieu de démolir le bâtiment et le refaire avec des normes qui seraient bonnes, il a simplement épaissi le bâtiment, qui a permis d'augmenter le séjour et ça fait une loggia, d'accord? Et ça casse le soleil puisque c'est une bâtisse qui est plein sud. De manière très pratique, normalement, la norme, il faut savoir que dans les bâtiments, il ne faut pas plus que 350 heures par an supérieures à 28 degrés. Avec cette prouesse, il va atteindre 93 heures. Donc, c'est très bonne performance, ça améliore le confort d'été de l'habitat. Et c'est vraiment, en plus, encore une fois, on coche les deux cases atténuation, adaptation, parce que le bilan carbone est très bon. Et en plus, ça coûte moins cher par logement. Donc, on a vraiment ce type d'expérimentation qui est très fort. Et ça, c'est un des projets d'avenir. Donc voilà le premier résultat donc sous l'impulsion du maire et de Clément Riquet de ce qu'on a pu faire pour transformer les projets de voirie qui étaient aujourd'hui à refaire pour faire de la plantation d'arbres. Tous ces points-là sont des rues qu'on a repris pour planter davantage et pouvoir travailler le confort thermique et bien sûr contribuer à l'eau de chaleur urbain. Merci. On passe. Oui. Je peux vous demander d'essayer de. Oui, on va respecter en 2 le minutes, time. Ça devrait aller. Oui, on va respecter le timing, mais si on a du retard avant, on n'y est pas pour grand-chose. Oui, donc l'étude Météo France qui est important, l'étude Météo France, on a essayé de modéliser la ville, pour savoir combien d'arbres il nous fallait pour absorber 70% de la carte des îlots de chaleur urbains. Combien d'arbres il nous fallait, combien combien il fallait débitumer la ville et quel albédo. L'albédo, c'est la capacité à éclaircir la ville. Donc on peut passer, vous voyez, allez-y. Là, vous voyez, on passerait de la gauche, la carte des ICU à gauche, c'est ce qu'on est aujourd'hui. Et voilà ce qu'on serait demain si, et on passe la diapo d'après. Donc il nous faudrait 670 000 arbres et dégoudronner 13 km². Et ça, c'est quelque chose on prévoit de faire. On peut passer, slide suivante, sur 4 mandats. C'est vraiment un marathon, voire un ultra-trail qu'on fait. C'est pas une course, un sprint comme on le fait sur les plans annuels pour avoir des actions très vite et impactantes. C'est aussi, on s'inscrit dans le temps. Et il y a eu une délibération là-dessus qu'on pourra vous faire passer le 20 juin sur à la fois cette délibération et ce que je viens de vous raconter, et l'annexe avec les 10 axes et les 25 actions structurantes. Peut-être Clément Riquet, reprenez la main là-dessus si on vous entend, parce que c'était mieux, je crois, à la fin. Donc voilà, les axes sont ceux-là, végétalisés. Je vous laisse poursuivre parce que je ne suis pas sûr que... Du coup, peut-être sans la caméra, Clément Riquet, si vous voulez bien. Vaut mieux que vous coupiez la caméra et allez-y, je vous laisse reprendre la main. Bien, nouvelle tentative. Donc, effectivement,
Ah, ça fonctionne mal, ouais. Non, ça ne marche pas. Désolé. Je crois comprendre que le... Ouais. Les 10 axes, et un dernier point, les 2 dernières slides, donc ça c'est les 10 axes et les 25 actions structurantes. Donc vraiment, hein, c'est des choses qui engagent la collectivité au long terme et qui changera la ville. On a des outils techniques et scientifiques. C'est l'indice de potentiel de rafraîchissement. Voilà un exemple, ça c'est notre cimetière qui fait 30 hectares, qui est en cœur de centre-ville. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a. Donc le rouge, c'est là où c'est très exposé, lumineux, etc. Et on a fait une étude de plantation d'arbres et pour voir ce que ça deviendrait après avec une canopée de 20 mètres carrés par arbre, on a fait une projection. Donc en mettant 2000 arbres, voilà ce que ça donne. Demain, on aurait 7 apaisements. Non seulement ça travaille le confort thermique, vous allez me dire des habitants du cimetière, pas très intéressant, mais demain on peut imaginer que on se sert de cet endroit pour aller se rafraîchir et se promener, comme le cimetière de Copenhague pour certains qui connaissent ou d'autres. Mais ça contribue à l'îlot de chaleur urbain autour. Donc ça permettra à la ville de se rafraîchir beaucoup plus vite la nuit. J'ai pas dit un mot sur l'albédo, qui est un travail très important. Et je finirai là-dessus. L'albédo, on travaille beaucoup sur l'éclaircissement de la ville et sur le revêtement au sol. On fait quelque chose qu'on a systématisé maintenant. Il n'y a plus de goudron noir puisqu'on le grenaille 2 mois après. On vient enlever la pellicule noire. Il reste toutes les caractéristiques physiques et techniques. On fait des fois un apport calcaire pour l'améliorer. Et maintenant, c'est systématisé sur la ville. Alors, comment ça se traduit? 2 chiffres. C'est qu'on gagne. L'albédo, ça va de 0 à 1. La ville vue du ciel est à 0,2. Et là, quand on fait en fait un grenaillage, on va gagner 0,1 d'albédo. 0,1 d'albédo, c'est 10 à 15 degrés de température de surface stockée en moins pendant la journée. Donc 10 à 15 degrés de température restituée en moins la nuit. Très important pour lutter contre les îlots de chaleur urbains. Je finirai là-dessus. On l'a fait au pas de charge. Et j'excuse encore Clément Riquet pour les contraintes techniques en espérant avoir été clair. Parfaitement clair. Et je m'excuse encore de vous avoir demandé d'accélérer un peu. C'était très, très clair. Un grand merci pour ces retours d'expérience. C'était très concret. Alors, pour la dernière séquence, s'adapter face à la transformation économique, nous partons dans le territoire de montagne et de haute montagne, parmi les plus hauts d'Europe, à l'extrémité nord du département des Hautes-Alpes, à la frontière avec l'Italie. Dans ce territoire, le dérèglement climatique fragilise la vitalité économique et culturelle du territoire, avec la diminution de l'enneigement, ce qui remet en question le modèle des stations de ski. Dans ce contexte, l'adaptation au changement climatique revêt un sens particulier, celui du changement de pratique. Donc pour cela, nous avons 2 invités qui sont ici avec moi, c'est très agréable. Merci d'être là. Merci. Daphné Khalifa, directrice du PETR, pôle d'équilibre territorial et rural, du Briançonnais, des écrins du Guillès 3 et du Queyras, j'espère que je prononce bien, et Nicolas Savelli, vous êtes représentant du cabinet Stratorial, donc responsable pôle, mode de gestion et montagne. Bienvenue à vous 2. Alors Daphné Khalifa, pourquoi et comment on change de pratique touristique dans un territoire de montagne comme le vôtre? Alors, tout d'abord, notre territoire, comme vous l'avez dit, le PETR du Briançonnais, des écrins du Guillès 3 et du Queyras, il se situe, comme vous le voyez, à la frontière italienne, au nord du département des Hautes-Alpes, au nord de la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. On a un grand territoire, 2200 km², donc très grand, peu peuplé, 36 000 habitants, mais un territoire touristique. Un territoire qui accueille beaucoup de monde l'hiver comme l'été. On double à peu près 5 fois notre population sur 7 ans. Et ce tourisme, c'est la locomotive de notre territoire. Le tourisme hivernal, notamment le ski, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Le PETR porte des programmes d'animation territoriale et notamment Avenir Montagne. Avenir Montagne, c'est un programme qui est porté par l'ANCT, l'Association nationale, l'Agence nationale de cohésion des territoires, en lien avec la Banque des territoires, Caisse des dépôts. Et on a mis en place une mission où on s'est dit on va travailler, comme cela nous a été demandé, au développement durable, au tourisme durable sur le territoire de montagne dès à présent.
Donc, vous voyez derrière moi le plan d'action qu'on a mis en place pour ce faire. Alors, on est parti sur 3 thématiques. La première, c'était explorer les voies de transition. La deuxième, animer, sensibiliser. Et la troisième, observer les changements. Donc, dans les 2 premières, explorer les voies de transition. On a travaillé sur un dialogue territorial des énergies. On a travaillé aussi sur les sciences participatives sur le territoire, qui sont aussi un biais de tourisme durable autre. On a animé le territoire et on a observé les changements. On a fait des ateliers de prospective territoriale en se disant de quoi on a envie pour notre territoire en 2030. 2030, on a un événement important puisque les JO devraient être présents sur notre territoire. 2050, comment on fait? On a mis autour de la table les sociopros, les offices de tourisme, les EPCI, les institutionnels. Et quand ils ont tous été regroupés, c'était en mars 2024, donc il y a peu de temps, la question s'est posée des données qu'on a sur le territoire. OK, on veut bien voir comment on va agir, qu'est-ce qui va se passer chez nous, mais concrètement, comment on peut objectiver ces changements de pratique sur le territoire? Comment on a de la matière, comment on a des données? Donc tout le monde s'est mis autour de la table et on a dit, allons, il nous faudrait des scénarios divers pour voir comment le territoire se positionnerait si au niveau des changements climatiques qui devraient avoir lieu, peut-être quelque chose de simple, quelque chose d'un peu plus alarmant et quelque chose de catastrophique. On s'est retourné vers la Banque des Territoires, qui est le partenaire pour Avenir Montagne. En échangeant avec eux, on a dit pourquoi pas mettre une étude, il n'y en a pas encore qui sont faites sur le territoire, sur objectiver les changements de pratiques touristiques en montagne. Et pour ce faire, on est passé par des professionnels de la donnée, des professionnels des études, par le cabinet ProTourisme et BR Conseil, qui a travaillé avec G2A pour la donnée et avec Stratorial pour tout ce qui était plus économique. Et donc, je vais passer la parole à Nicolas, qui était notre conseiller pour Stratorial pour toute cette partie et qui va vous dire comment nous, on a mis une méthodologie en place, les données qui ont été produites, est-ce que ça va impulser sur notre territoire, est-ce que ça va nous permettre de faire? Merci Daphné. Alors effectivement, du point de vue méthodologique, dans l'étude, il y en a en réalité 4. Une première partie d'études liminaires qui, comme l'a dit Michel Lusseau, on est sur un territoire, 3 communautés de communes, et donc on fonctionne en système. Et toute la question est, pour avoir une approche globale, de faire le bilan de ce qui existe. Donc on a fait un état de l'art sur des études dans toutes les composantes du système territorial, climatique, sociologique, pratique, économique, etc. Et puis finalement, on s'est aperçu qu'il y avait un vrai trou dans la raquette. Et le trou dans la raquette a été vu de manière concomitante aussi avec Atout France. Je le précise puisque la Banque des Territoires a par ailleurs financé une étude sur l'économie et donc le portrait des systèmes productifs locaux et des territoires support des 24 stations de France Tourisme Ingénierie. Et donc on a croisé finalement avec des approches complémentaires cette approche sur le PETR et l'étude que l'on a faite pour Atout France avec G2A. Donc, après cette étude liminaire, on a eu une étude de marché qui visait notamment à connaître à la fois l'avis et les potentiels des clients qui connaissent le territoire, mais de prospects du territoire, notamment sur leur capacité à faire évoluer leurs pratiques et sur l'acceptation sociale de ce changement et des processus de transition. Une étude sur le tissu associatif, parce que les collectivités impulsent, mais les collectivités ne font pas tout. On est sur des territoires où les entreprises innovent, mais aussi sur lesquels le tissu associatif est extrêmement important et a un rôle absolument moteur dans tout ce qui est développement humain et puis dans tout ce qui est également préservation de l'environnement. Sur le territoire, on a un parc national, on a 2 parcs régionaux, on a aussi différentes typologies de réserves, dont une réserve de biosphère, si je ne me trompe pas, et un territoire UNESCO. Donc on est sur des territoires qui ont des richesses,
et des ressources territoriales très importantes. Et puis, le dernier trou dans la raquette était en fait la connaissance économique. Aussi étrange que cela puisse paraître, les études se sont énormément concentrées sur les personnes, sur l'environnement, très peu sur les flux économiques. C'est un des gros reproches que l'on fait finalement à la montagne, c'est un reproche que l'on fait aussi aux grands événements. Et donc finalement, on a pu, avec une méthodologie croisée avec G2A, basée sur les comptes des sociétés qui ont leur siège sur le territoire, mais aussi sur l'étude des comptes des collectivités locales, hein, le bloc communal, commune plus intercommunalité, dresser le portrait économique du territoire du PETR et donc finalement construire une géographie économique du point de vue global, de manière à avoir une photographie des forces en présence, mais aussi des dynamiques, puisque à l'échelle des différentes activités économiques générées par le tourisme, directement, indirectement, sans occulter les autres activités qui sont présentes, qui n'ont rien à voir avec le tourisme. On pense à l'industrie, à la micro-industrie, par exemple. On ne les oppose pas, on approche le territoire globalement parce que tout concourt au développement et du territoire, aux équilibres et à avoir aussi des travailleurs sur place qui habitent le territoire. Merci Daphné Khalifa. Du coup, où est-ce qu'on en est aujourd'hui et quelles sont les prochaines étapes? Alors, comme c'est écrit sur la slide, le ski, ça reste l'activité et l'économie principale de notre territoire, mais c'est quand il fait beau qu'il faut penser à réparer son toit. Donc, on commence déjà à travailler avec tous ceux qui le veulent, notamment les collectivités, puisque ça vient d'elles, et les offices de tourisme. C'est eux qui ont demandé à travailler sur ce sujet pour voir comment on va mettre en place différentes actions. On a un plan d'action qui a été fait. Il y a eu 3 scénarios qui ont été présentés. Il y a des actions qui ont été proposées, qui ont été un peu paramétrées, je vais dire. Et maintenant, mais la balle est dans le camp du territoire, c'est à nous de nous emparer. Alors, la bonne chose, c'est que la Caisse des dépôts, Banque des territoires a annoncé hier, alors on avait travaillé avec eux sur la feuille de route depuis plus d'1 an, a annoncé hier son programme pour la montagne. Donc, comment concilier adaptabilité et tourisme, comment, alors je l'ai noté, hein, diversifier l'économie de tourisme durable, de l'industrie, les sociopros, comment mettre tout ça en bon ordre de marche pour la bonne économie des territoires de montagne, et tout en respectant la gestion durable des ressources. L'eau, c'est pas un secret, hein, l'eau, la biodiversité, les paysages aussi, hein, c'est important. On est un territoire de montagne, nos paysages, c'est un peu notre fonds de commerce, parce que c'est beau de venir chez nous, il faut venir à la montagne, il faut venir voir tous ces beaux paysages. Donc aujourd'hui, on a plein d'outils, plein de données, et comme l'a dit Nicolas, des données nouvelles qui sont pas habituelles et qui permettent aujourd'hui de pouvoir se repositionner. Alors, on va continuer à y travailler, nous, au PETR, en appuyant les 3 collectivités, la communauté de communes du Briançonnais, la collectivité de communes du Pays des Écrins et celle du Guillestroy-Queyras aussi, hein, qui travaillent sur ces sujets. Et on va mettre en place plein d'actions, je l'espère, plein d'investissements. On va avoir les moyens aussi de lier nos investissements aux données économiques qui sont sorties. Pourquoi il est plus pertinent d'investir sur tel équipement plutôt que sur un autre? Et ça, c'est important aussi. Tout le monde sait, le nerf de la guerre, c'est l'argent, hein, c'est les financements, c'est comment trouver des subventions aussi. Et cette étude va pouvoir aider. Il parle de fiches économiques par collectivité, par commune, par station. C'est ça aussi la petite chose qui a été différente, c'est qu'on a fait une approche par territoire, une approche par station, une approche par EPCI, par communauté de communes, et ça donne plein d'outils. Aujourd'hui, on a tout à faire, on a beaucoup de données, on est très content de ça sur le territoire, hein. C'est une étude qui est très importante pour nous et qui fait un peu office d'innovation, parce c'est la première fois qu'on en fait une comme ça. Donc, elle sert à notre territoire, mais elle peut servir à beaucoup d'autres territoires, on l'espère. Merci beaucoup. Écoutez, merci à tous les deux d'avoir été là. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en distance. Si vous êtes bien restés jusqu'au bout, merci, parce qu'on a pris un peu de retard. Je vous propose de retrouver le replay de cet événement sur le site du Hub des Territoires d'ici quelques jours. Et je vous donne rendez-vous le 24 novembre prochain pour le 4e et dernier volet de notre cycle, qui sera consacré au relèvement post-crise, avec notamment un focus sur Mayotte. Très belle journée à tous. Merci.
Bonne journée, au revoir. Bien sûr, merci à tous les intervenants et pour leur présence. Un très grand merci. Au revoir.